Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Femme Corpo. Cet épisode est un peu particulier parce qu'on reçoit une femme corpo pas tout à fait comme les autres, puisque cette femme corpo est un homme. Bonjour Philippe Zawati, enfin à moins que, j'en sais rien. Je vous le confirme pour l'instant. Voilà. Bienvenue dans Femme Corpo, merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. On tente avec toi un hors-série un peu particulier. Je t'avoue que depuis presque un an maintenant, on reçoit plein de femmes, plein de patronnes de tout type, plein de secteurs d'activité différents et on leur pose plein de questions pro, perso. Et évidemment, on a trop aimé la vidéo Sista. D'ailleurs, regardez ce que Sista ils ont fait. C'est très rare d'occuper de telles fonctions pour un homme de votre âge, on n'est pas habitué. Vous avez droit à quel genre de commentaires, parce que ça a dû en étonner plus d'un? Non, en fait, je me pose pas cette question-là. Est-ce qu'en tant que féministe, on vous reproche d'être trop agressif? Est-ce qu'en tant que féministe, on reproche d'être trop agressif? On vous la pose tout le temps, cette question. Ouais. On reproche de ne pas être assez féministe, assez constamment féministe. Et on n'est jamais assez féministe. Je pense pas, je pense que ça fait partie de la personnalité. Je sais pas quoi répondre à dire. On a trop kiffé cette vidéo de Sista, comme tout le monde, parce qu'elle a buzzé. C'est génial. La vidéo, Incroyable. c'est génial. Comme quoi, quand tu as une bonne idée, ça marche. On s'est dit, pourquoi pas, nous, sur des formats longs, poser aussi les questions qu'on se pose en tant que femme, qu'on pose aux femmes, mais qu'on pose pas souvent aux hommes. Et on voulait démarrer ce genre de hors-série avec toi pour deux raisons. La première, parce que c'est Mirova, donc ton fonds d'investissement qui a participé à cette campagne Sista et qui a été partenaire de la campagne. Absolument. Mais aussi parce que je sais que tu es une personne très engagée et notamment sur ces questions et que je voulais qu'on puisse en discuter avec toi. Je suis ravi. Donc bienvenue dans Femme Corpo. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et merci beaucoup de l'invitation. Je suis Philippe Zawati, je suis le directeur général d'une entreprise d'investissement qui s'appelle Mirova, que j'ai fondée il y a 12 ans maintenant, enfin une petite dizaine d'années, et qui est un des affiliés, une des entreprises d'un groupe beaucoup plus large qui s'appelle Natixis et qui est une filiale du groupe des banques populaires et des caisses d'épargne. Et depuis une grosse dizaine d'années maintenant, on gère de l'argent avec une idée qui est que la finance peut et doit jouer un rôle pour transformer l'économie et transformer la société. Et donc mesurer, comprendre et investir en fonction de ses impacts environnementaux et sociaux. Voilà. Et donc on gère aujourd'hui beaucoup d'argent, 33 milliards d'euros. Et on a des équipes, environ 250 personnes qui sont basées à Paris, à Boston, à Nairobi et à Singapour. Donc dans tous ces collaborateurs, et il y a des collaboratrices évidemment, donc on va en parler. Tout à fait. Très belle présentation, merci. C'est très clair. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu succinctement ton CV, c'est-à-dire où est-ce que tu as grandi, quelles études tu as fait, par quel poste tu es passé dans le milieu corporate pour en arriver là aujourd'hui? Je suis né à Marseille, donc je suis supporter de l'OM. C'est dit. C'est une qualité ou un défaut, ça dépend. Voilà, bon. Première fois qu'on parle de foot. Hein, Oui, alors, ça commence bien. Parce que on n'avait pas encore parlé de foot. Je ne sais pas si on va passer notre temps à comparer, et je ne pense pas, mais c'est vrai qu'on a eu une femme corpo qui nous a également parlé de sa passion pour le sport. Donc, mais pour le trail. Pourquoi pas? Pour le trail. Mais... Non, mais moi, je suis pas sportif du tout. Mais voilà, mais quand on est Marseillais, on n'a pas vraiment trop le choix. Oui, il faut bien, voilà. Donc voilà, donc je suis né à Marseille. J'ai vécu 20 ans à Marseille. J'ai fait toute ma première partie de mes études jusqu'en classe prépa à Marseille. Et j'ai un cursus un petit peu. Je fais partie de ces gens qu'on pourrait dire des littéraires contrariés. C'est-à-dire que j'étais passionné par les sujets d'histoire, de littérature, de politique. C'est mes sujets fétiches. Mais il se trouve que j'avais un défaut absolument terrible, c'est que j'étais très fort en maths, en fait. et donc, du coup... On pourrait comparer aussi. Donc j'étais très fort en maths, et donc du coup j'ai fait les maths, parce que le système d'éducation que vous connaissez en France, il a tendance à
pousser. Enfin, quand on est bon en maths, on fait des maths. Et donc j'ai fait des maths. J'ai fait une prépa mathématiques et j'ai fait une école ensuite qui s'appelle l'ENSAE, qui est une école de statistique, d'économie. Et du coup, assez naturellement, c'était fin des années 80, début des années 90, assez naturellement à ce moment-là, le rêve, quand on faisait des maths ou ce genre de choses-là, y compris quand on était dans des écoles d'ingénieurs, c'était de faire de la finance. Voilà. Et donc, j'ai fait de la finance à une époque où c'était moins... il n'y avait pas cette connotation négative qu'on a connue. Il n'y avait pas eu le loup de Wall Street, quoi. Il n'y avait pas eu le loup de Wall Street, il n'y avait pas eu la crise financière de 2007-2008. Et donc, c'était quand même assez cool, en fait, dans la finance, en fait. C'est quoi le rêve qui était attaché à ça? Bon, disons les choses de façon... pouvoir. Non, alors, je ne vais pas le dire comme ça. Je pense quand même surtout réussite, en fait. Plus que... Mais pas au sens pouvoir, argent, à la mode Gecko et loup de Wall Street, mais plutôt... comment dire rendre la monnaie à l'investissement que mes parents ont fait sur moi, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire que j'ai été élevé sur toute une éducation sur la réussite. Et ils font quoi dans la vie? Sur la méritocratie. Mes parents étaient comptables, tous les deux. Donc dans la finance aussi. Alors, d'une certaine façon, Bah oui, oui. c'est vrai. D'une certaine façon, dans la finance, même si c'était une finance d'entreprise très opérationnelle. Donc voilà, donc je viens d'un milieu modeste, on va dire. J'habitais dans les quartiers nord ce qu'on appelle les quartiers nord de Marseille, dans le 3e arrondissement, qui est considéré aujourd'hui comme un des arrondissements les plus chauds de France. Les plus chauds de France et les plus pauvres d'Europe, paraît-il. Ouais, le 3e arrondissement de Marseille, c'est vraiment un endroit assez particulier. J'ai eu l'occasion de faire une expérience très sympa qui est de retourner dans mon collège et dans mon lycée il y a quelques mois. Avec une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, que vous connaissez peut-être, qui permet à des entrepreneurs d'aller parler à des collégiens ou des lycéens. Et donc je suis retourné notamment dans mon collège, c'était super, j'avais trois classes de quatrième qui étaient là, qui m'écoutaient. Et aujourd'hui, c'est un collège qui est considéré, enfin si vous prenez un classement qui est un horrible classement, mais qui est celui qui existe, qui est le classement que le Figaro produit chaque année, ce collège, il est classé dans les 0,5 pires collèges de France. Pour ce que ça peut vouloir dire, un collège pire que les autres, mais en tout état de cause, c'est comme ça que c'est classé. Et donc c'est de là d'où je viens. Alors, c'était probablement pas le cas il y a 40 ans, au moment où j'ai fait mes études, où j'étais au collège, ou 35 ans, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est le cas. Enfin, donc je viens de là quand même, je sais d'où je viens. Et donc, d'une certaine façon, la finance, c'était la finance, mais pas seulement, la finance, la politique, enfin tout ça. Pour moi, c'était la réussite. C'était les gens que je voyais à la télé, c'était sans aucun doute le rêve de mes parents. Vous voyez déjà des financiers à la télé quand tu étais enfant? Si tu veux, moi, ça va vous... je suis sûr que tu vas adorer la référence, mais tu vois, moi, le rôle, la personne que je voyais à la télé, à laquelle je voulais ressembler, c'était Jacques Attali. Ah, j'ai cru que tu allais dire Bernard Tapie. Ah, oui. Je m'attendais à voir Bernard Tapie. Mais Jacques Attali, ouais, bien sûr. Et Bernard Tapie, pas loin non plus. Alors peut-être, j'aurais du mal à le dire aujourd'hui parce que voilà. Quelque part, puisque. Mais bon, Bernard Tapie, c'était plus comme patron de l'OM que comme. Mais tu parlais du rêve de tes parents d'être financier, mais c'était quoi toi ton rêve? Pas de rêve de mes parents d'être financier. Non, le rêve de mes d'avoir parents, c'était que je réussisse. C'était de progresser dans la société. C'était vraiment la méritocratie. L'ascenseur social. L'ascenseur social. Et l'ascenseur social à travers le travail et l'éducation, les notes à l'école, enfin ça c'était essentiel. Tu as cité Jacques Attali comme du coup un de tes rôles modèles. Oui. C'était qui tes autres rôles modèles? Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais citer? Non, c'est difficile à dire, mais oui, sans doute des entrepreneurs, surtout le monde de l'entrepreneur. Enfin, entrepreneur pas au sens où on l'entend aujourd'hui, parce que j'ai jamais eu la fibre entrepreneuriale au sens je veux créer une entreprise. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment créé d'entreprise, j'ai toujours été à l'intérieur de groupes. Donc, c'est plutôt un rôle, les gens qui étaient dynamiques, la politique aussi, de façon générale, quand même globalement la politique. Mais ça peut être Jacques Attali comme Nicole Notat, par exemple. Je veux dire, pour essayer d'élargir un petit peu le spectre. Tu n'aurais peut-être pas spontanément pensé à une femme
Enfin, il y en a pas beaucoup des femmes. Oui, mais il se trouve que voilà, ouais. il se trouve qu'après j'ai eu l'occasion d'être Nicole Notat, qui est peut-être pas connue du grand public, si tu veux en dire deux mots. Nicole Notat qui a été secrétaire, très importante, une femme très importante dans l'évolution politique de la France de la fin du siècle dernier, on va dire, mais même du début de ce siècle-là, puisqu'elle a été secrétaire générale de la CFDT, donc une grande syndicaliste, et ensuite beaucoup très importante dans la finance durable, parce que après avoir été donc secrétaire générale de la CFDT, elle a repris puis créé une entreprise qui s'appelait Vigéo, qui a été l'entreprise pionnière dans l'analyse environnementale et sociale des entreprises. Donc la notation environnementale et sociale des entreprises. C'est une des mères fondatrices de la RSE en France. Exactement. Donc si la question de la RSE intéresse certaines et certains qui nous écoutent, allez regarder Nicole Notat parce qu'elle a beaucoup fait avancer le schmilblick. Absolument. Et elle a été à l'origine aussi, plus récemment, avec l'ancien patron de Michelin, Sénard. Elle a commis un rapport qui s'appelle le rapport Notat-Sénard, qui est à l'origine de la société à mission. Donc elle a eu vraiment un rôle très très important. Et il se trouve que j'ai été administrateur de Vigéo pendant quelques années, donc j'ai eu l'occasion de la croiser. Donc, carrière dans la finance, jusqu'à ce qu'un jour, tu crées Mirova. Oui, alors carrière dans la finance, ouais, donc là je passe rapidement, j'ai fait, voilà, au début c'était très gérant, très quant, je faisais des modèles mathématiques pour prédire les cours de bourse. Et ça t'amusait ? En fait, ce qui m'amusait, c'était la partie intellectuelle, enfin la partie modélisation mathématique en fait. Et puis ensuite, je suis devenu gérant pour mettre en œuvre ce que les modèles me disaient. Ça m'amusait pas du tout en fait. Donc je m'en suis éloigné très très vite et je suis plutôt allé dans des fonctions de type marketing, ingénierie, distribution, voilà. Et donc je suis passé dans différentes banques, notamment la Banque Postale, la Caisse des dépôts et le Crédit Agricole, pendant assez longtemps. Toujours en évoluant de poste en poste, ouais. en gravant les échelons. Oui, changeant de boîte. Enfin, oui, j'ai bougé pas mal, tous les 3 ans à peu près, pendant le début de ma carrière. Est-ce que tu as déjà eu une boss femme ? Oui, non seulement j'ai eu une boss femme, mais mes 2 premières bosses ont été des femmes. Et dans la finance, c'est rare. Ouais. Et ma première boss était une femme. Elle avait quel poste par rapport à toi ? Elle dirigeait toute la partie des études économiques et de l'ingénierie en fait. Donc elle avait un poste, elle était numéro 2 de la société. C'était une petite société de gestion. On devait être je sais pas, peut-être une 40aine de personnes. Et c'était la numéro 2 de la boîte. Et donc je dépendais d'elle. Et je me suis très très bien entendu avec elle. Et ma deuxième boss était aussi la directrice marketing de la Caisse des dépôts gestion d'actifs, qui était aussi une femme. Et ensuite, j'ai eu très souvent des numéros 2 moi qui ont été des femmes ensuite, par la suite. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir les deux... Ça change la donne d'être dirigée par une femme ou pas ? Enfin, est-ce que ça change quelque chose ? Et est-ce qu'à cette époque-là aussi, il y avait ce fameux management au féminin ou tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y avait ça ou c'était un peu des comportements qui étaient calqués sur ceux des hommes parce qu'il y avait peu de femmes au poste, ou comment ça se passait en fait d'être dirigé par une femme ? Je sais pas, moi j'ai pas ressenti de différence. La différence. Moi j'ai pas ressenti de différence et c'est marrant parce qu'à l'époque, enfin voilà, j'avais entre 25 et 30 ans à l'époque et je ne me souviens pas de m'être posé la question en fait, ou de m'être fait la réflexion de me dire tiens, ton manager est une femme. Vous êtes une femme corpo qui bouscule les codes de l'entreprise ou vous en connaissez une. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire ou à nous envoyer un DM pour nous le signaler. On a trop hâte de vous recevoir sur notre canapé. À ton desk, ton étage, ton bureau, que sais-je, t'avais l'impression qu'il y avait autant de femmes que d'hommes. Enfin, tu te posais pas toutes ces questions de parité ou... Je me suis pas posé ces questions. Ouais. T'as pas observé qu'il y avait que des mecs C'est des questions que je me suis posées bien après. C'est marrant parce que j'ai vu une simulation d'IA sur les réseaux. Où il remontre comment ça s'est passé le 11 septembre dans les tours en simulation d'IA. Ouais. Et en fait, d'un coup, tu vois cet événement dramatique et tu vois plein de gens se lever et là, tu vois que des mecs en costume, mais que c'est une reproduction IA, mais en fait, elle est fidèle. Elle est fidèle à la réalité. Vu que c'est des bâtiments beaucoup dans la finance, tu vois des centaines et des centaines de mecs en costume descendre les escaliers à fond, tu vois. Bon, bref.
Mais dans Anecdote, c'est peu pertinent. Bravo. Oui, pardon. Non, félicitations, On la coupera sur mon montage. Passons. Là, tu nous parles de ta période 25-30 ans. La majorité des femmes corpo qu'on a interviewées se sont souvent présentées aussi sous leur rôle de maman, de mère. Ouais. Est-ce que tu as des enfants? J'ai 2 fils. Et tu les as eus à quelle période de ta vie? À quel âge? Je les ai eus assez jeunes. Je les ai eus vers 28 et 32 ans, quoi. Et tu t'es pas 28 posé la 34 question de si ça allait freiner ta carrière? Non. Je me suis pas posé cette question-là. Non, du tout. Je me suis posé plein de questions, mais pas celle-là. En blague à part, T'as pris combien de temps de congé, Pat? Éternité? Je pense 0. Je Wow. pense 0 à l'époque. Ouais. 0, ça veut dire ta femme est à l'hôpital, accouche, et le lendemain, tu vas au travail? Ou ça veut dire quoi, 0? Non, mais enfin, je sais plus, 1 jour, 2 jours, enfin, je sais pas, quelque chose de Et- ce type-là. Mais je me rappelle pas d'avoir pris un congé. Je me rappelle même pas du concept de congé de paternité. Je Ouais. pense à l'époque. Et est-ce que tu te souviens du moment où t'as dû aller à l'hôpital, genre c'est le moment? Oui. Et t'étais au boulot? Euh, Ou t'étais, tu sais quoi? Où est-ce que j'étais? Je sais plus. Enfin, sur le premier ou le deuxième fils, comme tu veux. Je me souviens plus trop. Non, je me souviens pas d'être parti du boulot en fait en urgence. Et, non, mais la question. Mais bon, moi, je suis pas un workaholic hein, de toute façon générale. Donc, je passe pas. Voilà, c'est Non, pas non, du genre. mais- Voilà. Oui. Mais non, je me rappelle pas de ça. te rappelles pas trop, quoi. Mon deuxième fils, on l'a eu quand on habitait Luxembourg et donc ma femme était revenue pour accoucher en France, donc c'était un petit peu particulier. Donc j'étais un peu loin du boulot. Mais ouais, non, c'est sûr que l'impact sur le boulot, je pense qu'il était quasi nul, quoi. Mais la Et question. ta femme, elle a pris combien de temps de congé? Pardon. Faut qu'on creuse. Oui, bah oui, on adore ça, ce sujet. On adore. Non, mais en plus, c'est vraiment sans jugement, c'est-à-dire vraiment, on essaie ouais, de se mettre ouais. à la place d'hommes. Non, mais attends, Philippe, c'est un des hommes les plus engagés pour les Si. femmes Ah que je oui, connaisse. non, mais Donc, il n'y a même pas de débat. Il y a C'est zéro pas le sujet. jugement. C'est vraiment gentil, c'est comprendre, marrant, mais c'est gentil c'est- de dire ça, je voudrais en parler à ma femme. Non, mais je veux dire, c'est pas le sujet. Elle est d'accord avec ça ou pas? Je suis pas sûr. On va y Sur les 0 jours Tâche de ménagère, c'est le sujet d'un très très important. Et non, il faut que je vous dise. Alors, je vais vous dire un truc que j'ai jamais dit dans aucun podcast. Oh, Yes. c'est ça qu'on cherche. On adore cette phrase. En fait, mes 2 fils, je les ai eus par de la PMA. Donc ça, c'est quand même une implication. Enfin, je veux dire, je pense qu'on n'a pas la même implication. Je pense dans la démarche, et y compris pendant la grossesse, quand on a joué ce rôle-là, en fait, parce que ce sont des process longs, compliqués, psychologiquement pas toujours faciles. Et donc voilà. C'est juste une parenthèse. Je pense que c'est un contexte qui explique aussi que même si ça n'a pas été disruptif pour mon boulot, j'étais quand même très impliqué dans le processus. Franchement, je peux pas dire ça quand je sais ce que ça implique pour les femmes, en fait. Ça n'a aucun rapport. Enfin, je veux dire, c'est un Mais ça c'est met vrai, psychologiquement, quand même, psychologiquement. Pour les hommes aussi, c'est lourd. psychologiquement, c'est très difficile. Oui, C'est surtout, je pense que l'infertilité est plus dure à appréhender pour un homme que pour une femme. Bien sûr, en l'occurrence. Peut-être. En l'occurrence, c'est moi qui n'étais pas fertile, en fait. Hein. Donc, oui, après, ça, c'est des questions alors, je sais pas, c'est quelque chose que moi, je suis pas fait comme ça, j'ai pas ressenti un problème d'ego particulier. J'ai toujours eu un recul très rationnel et un peu médical par rapport à ça. Et donc, voilà, c'est comme ça, c'est un fait comme d'autres. Je l'ai pas du tout ressenti comme un problème Non, mais c'est génial d'infériorité, que quel qu'il soit. Est-ce que cette charge émotionnelle que tu as traversée, elle a impacté ta carrière à ce moment-là, ton travail, ton entrepreneuriat, même s'il était effectivement dans une boîte corpo? Je crois pas. Et de façon générale, et c'est pas que sur ce sujet-là, je crois que pendant très longtemps, j'ai déconnecté vraiment. Mais c'est vrai aussi pour l'engagement. Enfin, c'est un peu lié à ça. J'ai déconnecté complètement. Severance. Ah oui, la vie professionnelle d'un côté, là il faut avancer, etc. Et puis la vie personnelle dans laquelle on a des
des enjeux, des soucis, des questions, des décisions à prendre. Mais j'ai vraiment déconnecté ces deux phases-là. Et donc, dans le cadre de l'engagement, ça s'est traduit aussi par ça. C'est-à-dire que pendant 20 ans, j'ai fait de la finance sans me rendre compte qu'on pouvait aligner finance et engagement sociétal, social, développement durable, etc. Tu penses Ce que j'ai découvert très tardivement, au milieu de ma carrière. Tu penses qu'il faut, comme la série Severance réalisée par Ben Stiller, qui en gros, je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai pas vu. En gros, ton cerveau se déconnecte au moment où tu rentres au travail. Donc ta vie perso n'a aucun impact sur ta vie pro, vu que tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie pro et dans ta vie perso. Oui. Tu es deux personnages différents. Est-ce que tu dirais, on va peut-être pas aller jusqu'à faire Severance, mais qu'il faut laisser ses émotions à la maison? Ça arrive. Bon, c'est un peu radical comme vision. On n'est jamais complètement déconnecté. Et notamment les souffrances qu'on a potentiellement psychologiques ou physiques, on est bien obligé de les amener, on les porte tout le temps. Je ne crois pas qu'on arrive complètement à déconnecter les choses. Mais j'ai vu beaucoup de gens qui, pendant des moments difficiles, se plonger littéralement dans le boulot en se disant c'est là que finalement j'essaye d'oublier complètement en étant au boulot. Moi, c'est pas tellement ça que je ressens. En revanche, oui, c'est vrai que il y a un moment où c'est un peu comme... Moi, j'aurais plutôt tendance à comparer ça à une entrée sur scène. C'est-à-dire que... et ça, c'est aussi lié un peu à la façon dont je suis psychologiquement aussi. Je suis plutôt de nature, en réalité, très timide, très retenue, j'ai beaucoup de mal à... spontanément interagir avec des gens. Ah bon? Mais oui, ma nature, je trouve pas que initiale, tes lunettes, dans ma jeunesse, c'était très clairement comme ça. Je trouve pas que tes lunettes soient celles de quelqu'un de timide. Non, mais justement, c'est un statement. C'est bien le sujet. On n'a pas encore parlé des lunettes. Non, mais on est dans Femme Corpo ici. Donc on parle de fringues, on n'a pas encore parlé on va des habits et bien vu. Non, mais les lunettes. Restez jusqu'à la fin, on parlera des lunettes de Philippe. Donc oui, c'est clairement un statement. C'est des lunettes de pubard, en fait, ça c'est clair, voilà. Mais ça pour dire que je comparais plutôt à ça, c'est-à-dire une entrée en scène. Quand je rentre, tu te mets dans un personnage, tu te mets dans une... Ouais, d'accord. C'est exactement un des conseils que je donne sur la prise de parole, qui est de, quand vous montez sur scène, il faut que vous soyez dans l'incarnation de quelque chose ou de quelqu'un pour vous aider à surmonter. Quand je rentre sur scène, quand je parle, je suis plus la même personne. Clairement. Donc là, tu n'es plus la même personne. Non, là, je suis totalement fake. Tout ce que vous entendez là est totalement fake. Et donc il se passe le succès de votre projet d'avoir des enfants. Donc voilà, premier enfant, deuxième enfant. Ouais. Comment tu vis ça? Est-ce que ça impacte ta vie professionnelle et surtout comment tu concilies vie familiale, vie professionnelle? Alors, bon, comment ça impacte? Je sais, moi, j'ai peut-être une ou deux anecdotes, un ou deux petits points. Il se trouve que ça a plutôt accéléré ma créativité, mon envie de créer des choses, en fait. C'est-à-dire que il se trouve que j'ai publié mon premier livre en même temps que la naissance de mon premier enfant. Waouh! Ils ont quel âge juste maintenant aujourd'hui? 94, ils ont 30 ans. Ah, comme moi, 94. 94. Très bonne année. Ouais, alors regarde. 94 et 2000. Comme Juliette. Voilà. Ils ont 6 ans d'écart. Ils ont 6 ans d'écart. Il était sur quoi ton premier livre? Sur la gestion quantitative, la finance quantitative. Ça, c'est un bouquin pour toi. C'est vraiment, c'est super. Gestion quantitative, enfant. Voilà, passionnant. Il y a pas, ça se termine très bien à la fin. Non, mais voilà. Et donc ce bouquin, j'ai commencé à bosser en 90, et donc au bout de quelques années, j'ai eu envie j'ai toujours été passionné par l'écriture, et donc j'avais envie déjà au bout de 4-5 ans de raconter mon expérience professionnelle dans un livre, quoi. Donc j'ai raconté un peu ce que c'était que la gestion quantitative à l'époque, et ça a été, et donc je l'ai écrit en même temps en quelque sorte que ma femme était enceinte. Et donc ça, je pense qu'il doit y avoir quand même quelque chose de... J'ai moi aussi envie d'avoir une espèce de bébé, en fait, que je mets ça, voilà. Mais c'est vrai que moi, j'écris des livres et accoucher d'un livre, c'est vraiment un accouchement. Mais exactement. Cette expression, elle arrive assez vite. Absolument. Quand tu termines, t'es... Ouais, exactement. Ta femme, elle bossait en 94 et 2000 ? En 94, pas en 2000. Elle bossait dans quoi, si c'est pas indiscret ? Dans l'immobilier. Okay. Et elle a pris un congé maternité, j'imagine ?
Oui, elle avait pris un congé maternité. De combien de temps? Je te rappelles pas? sais plus. Là, franchement, je sais plus. Et en 2000, elle a arrêté? En 2000, on était à Luxembourg, on était en expat, et donc elle trahillait pas. Ça ne trahit pas une femme d'expat. Oh. Non, je plaisante. Je sais pas. Et attends, donc, vous êtes parti à Luxembourg pour ta carrière à toi? Ouais. Et quand t'as dit, genre, j'ai une opportunité pro à Luxembourg, Elle Ouais. t'a dit quoi? elle a dit quoi? Parce que moi, ouais, on y personnellement, va, si on y va. mon mari, j'ai pas de mari, mais si j'en avais un, s'il veut qu'on aille, genre, à, je sais pas, Pékin. dans une ville de ouf, genre à Oui, Pékin, San Francisco. why not? Ouais. À Luxembourg, alors on n'a rien contre Luxembourg, hein, vraiment, et les Luxembourgeois, on les adore. Oui, ils sont Mais- sympas. Et Ouais. elle a dit quoi? Non, elle a dit banco, on y va, ouais. Genre, elle était partante, quoi. Ouais. Elle était parente de lâcher son job et tout. Ouais, non, elle n'a pas lâché son job. Enfin bon, c'est compliqué. Là, bon, il se trouve qu'on s'est qu'on s'est séparés 2 ans plus tard, donc c'est un peu, Ah. un peu, voilà. C'est, je veux pas vous raconter non plus les aspects plus complexes de tout ça, mais parce que c'est moins drôle, c'est juste ça. Oui, non, mais puis on peut pas non plus rentrer dans ton dossier. mais en l'occurrence, non, je pense que, enfin. Les modèles que j'ai eus avec mon épouse et mon épouse actuelle, c'est quand même, on va le dire, des modèles assez classiques où c'est l'homme qui amène l'argent à la maison. Hein. Enfin, classique, assez, disons, très Mais du coup, classique au sens ancien. quand tu dis l'homme qui amène l'argent, ça veut aussi dire la femme qui fait la vaisselle. Enfin, il y a un truc de charge mentale, quoi, de répartition des rôles. Oui. Enfin, il faut bien, oui, évidemment, oui. Et est-ce qu'avec ce constat-là, est-ce que tu as l'impression d'avoir fait des sacrifices, de n'avoir pas pu changer les couches par de tes rapport à enfants. tes enfants? C'est un exemple, mais même de les avoir assez vus, ou quel regard tu as sur le temps passé avec tes enfants dans leurs premières années? Là encore, enfin, je veux dire, mon histoire, c'est ma frustration, c'est plutôt de ne pas avoir vu mes enfants après ma séparation. C'est là où et là, on peut quand même dire que pour le coup, c'est probablement le moment où je pense les pères sont en situation défavorisée par rapport aux femmes. Enfin, je le crois assez. Alors, peut-être un peu moins maintenant avec les gardes partagées qui ont l'air de commencer à se généraliser, mais qui étaient encore assez minoritaires au moment où moi je me suis séparé. Et l'éloignement de ces enfants est quand même quelque chose de difficile à gérer. Hein. Mais c'est comme au Japon, là, au Japon, il y a une loi très dure sur la charge parentale, Ouais. ce qui fait que souvent les mères, enfin souvent non, mais il existe que des mères françaises partent au Japon, et si elles partent au Japon s'installent avec leur enfant, potentiellement le père ne peut plus jamais voir les enfants. Enfin, il y a vraiment pas du tout de... sur les règles transfrontalières, en plus, sont très compliquées. Mais bon, même en France, hein, pendant très longtemps, quand même, la règle un peu classique. Oui, c'était la mère qui avait la charge parentale. La mère avait la garde des enfants et le père avait les enfants un week-end sur 2, ce qui a été mon cas pendant très longtemps. Or, quand on s'est séparés, le grand avait 7 ans et le petit 1 an. Donc, c'est quand même, voilà, c'est des choses qui sont... Le week-end sur 2 où tu les avais, t'étais OP sur les courses, la bouffe, les lessives. Ça allait, ouais. C'était On facile apprend pour ça toi sur le tas, ou comment tu t'adaptes à ça? Ouais, tu fais avec, hein. Ça, c'est, oui. Bon, ouais. C'est quoi les liens que tu peux faire justement entre le fait d'être papa et d'être entrepreneur? Je sais pas, je pense que non, ça rend du coup l'entrepreneuriat super facile en fait. Ok, parce qu'à côté, c'est vraiment très intensif. Ça rend, c'est pas, alors pas intensif au sens de la charge mentale, des couches et des machins, etc. Je pense que la difficulté, la vraie difficulté vient après, quand même, vient plus tard. Hein, Est-ce que tu parles d'émotions avec tes fils? Oui. Ce qui s'ouvre à toi sur leur chagrin, leurs doutes peut-être? Sur leurs doutes, alors probablement pas sur l'ensemble du spectre. Plutôt pro, quoi. Ils te parlent peu de perso? Ouais, non, perso, mais au sens plus de leur plutôt psychologique ou philosophique ou des choses de leur approche de
Du monde d'aujourd'hui. Du monde d'aujourd'hui, de la société. On parle beaucoup de politique, on parle beaucoup de ce genre de choses-là. Ils t'ont déjà reproché de trop travailler? Non, je pense qu'ils ont pu s'interroger, ou je ne sais pas si c'est un reproche, en tout cas sur ce que je fais. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ils ont eux leur vision, leurs engagements, et que même moi en tant que, en tout cas sur la cohérence de ce que c'est quand même très intéressant la discussion avec les enfants sur la cohérence. On peut mentir à un investisseur, mentir. On peut faire un peu de greenwashing auprès d'un investisseur et raconter des choses qui sont à la limite de la réalité. Avec ces enfants, c'est beaucoup plus difficile, voire impossible. C'est parce qu'ils nous mettent quand même face à vos assez vite face à nos contradictions. Et les contradictions, il y en a plein quand même. Donc si je comprends bien, ce podcast est tout simplement un buzz. Pour toutes celles et ceux qui adorent ce podcast, ou qui l'aiment même un petit peu, vous avez plusieurs choses à faire. La première, quand vous écoutez le podcast sur une plateforme de streaming audio, vous mettez 5 étoiles sur les plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Amazon Music et toutes les autres. Si vous regardez en vidéo sur YouTube, là, c'est très simple. Vous mettez un pouce, un like, un commentaire, une photo, une story, ce que vous voulez. En tout cas, communiquez sur ce podcast parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à l'écouter. On est trop contente que ça résonne chez vous et que vous utilisiez concrètement les conseils qui sont donnés dans les podcasts. En bref, abonnez-vous. Aujourd'hui, moi je sais que c'est un grand débat avec mon père que j'embrasse, qui est il me dit ça doit être hyper difficile aujourd'hui pour un mec dans la société actuelle, etc. Est-ce que vous pensez que c'était plus simple à votre époque d'être un homme ou que ça l'est aujourd'hui par rapport... Je croyais que c'était d'être en termes de jeunesse, etc. Non, sur l'aspect purement masculin. J'en sais rien. C'est-à-dire que je sais pas au niveau de la société, j'en sais rien. Je sais pas dire. Moi, personnellement, c'était une véritable horreur quand j'étais jeune. Donc. Pourquoi? Mais parce que c'était trop difficile d'être dans les relations avec les filles, c'était extrêmement compliqué pour moi. T'es sensible au... C'était terrible. Moi, j'ai eu une jeunesse très compliquée. Pourquoi? Parce que tu rentrais pas forcément dans des cases parce que j'étais le garçon très intelligent, le premier de la classe, voilà. Qui s'intéresse plus à la calculette. Comme meuf, quoi. Exactement. Et voilà, premier de la classe. J'ai dû avoir une croissance. J'ai commencé à grandir vraiment à 14 ans. Donc j'étais le plus intelligent, le plus petit, celui qui courait le moins vite, quoi. En gros, c'était à peu près ça. Et donc non, franchement, moi j'ai pas vécu une adolescence et une enfance du type boy power, quoi. Pas du tout. Tu t'es fait harceler, comme on dirait aujourd'hui? Non, j'ai pas eu de harcèlement. Parce que parce qu'en fait j'ai toujours eu une espèce de réflexe de compensation je suis vraiment je suis timide mais je me soigne, quoi. Mais je me soigne vraiment. C'est-à-dire que j'ai jamais lâché l'affaire, jamais abandonné. Et donc en fait, il se trouve que j'ai eu des potes, des copains en revanche, qui étaient souvent les bad boys, quoi. C'est assez marrant. J'étais attiré en fait par ça parce que je cherchais à m'intégrer, je cherchais à rentrer dans ce monde-là, mais avec beaucoup de souffrance et beaucoup de difficultés. Et quand on te pose la question, est-ce que tu es féministe, tu réponds quoi? Non, Déjà, qu'est-ce que ce serait être féministe, peut-être? Je sais pas. Franchement, je me sentirais pas à l'aise de dire ça, non. Ouais. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai gardé des stéréotypes masculins qui sont hyper classiques, quoi. C'est-à-dire que je prends clairement pas ma part dans les tâches du ménage, que je suis dans ce schéma, que j'ai toujours été dans ce schéma où effectivement j'ai eu très souvent des femmes qui ne
travaillaient pas au sens, alors ça franchement c'est pas vraiment... Qui n'ont comme pas ça fait qu'il de faut leur dire, mais carrière. enfin, qui n'ont pas fait une carrière en tout cas avec des objectifs comme les miens. Et donc non, je reste et clairement avec encore des réflexes mentaux qui sont évidemment pas des réflexes de féministes, enfin il faut pas se leurrer. En revanche, je pense qu'avoir essayé en tout cas dans la vie professionnelle de tout faire pour qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes. Voilà. Comme la timidité, tu dirais que tu te soignes à ce niveau-là? Non, je pense que sur la vie professionnelle, et encore une fois, c'est peut-être dû au fait que mes premiers patrons ont été les patronnes, j'ai toujours trouvé ça naturel, en fait. J'ai jamais eu j'ai jamais réussi à tracer une ligne claire en disant, tiens, ça, ces gens-là, enfin, les femmes se comportent comme ça, les hommes se comportent comme ça, ou je m'entends mieux avec les hommes, ou ils sont plus efficaces, ou ils sont... Alors, j'ai observé, effectivement, les différences d'ambition. Je sais que vous n'avez pas parlé de ça beaucoup dans votre podcast, mais c'est vrai que quelquefois, j'ai ressenti ça, des femmes qui se freinaient elles-mêmes dans leurs ambitions. Et voilà. Et donc, si j'ai pu faire quelque chose, c'est essayer de les motiver à passer ce cap-là. T'as des exemples, des souvenirs, des anecdotes de femmes qui se sont freinées autour de toi, que tu as vu se freiner? J'en ai, mais je peux pas. Nous raconter sans dire les noms, les dates, les entreprises. Les gens vont se reconnaître et j'ai pas tellement envie de le faire. Mais oui. C'est quoi le conseil que tu donnes aux femmes qui, sans forcément s'en rendre compte, voient petit? D'abord, souvent, si elles voient petit, c'est parce qu'il y a un homme à côté qui voit grand. C'est-à-dire, c'est souvent en se disant, c'est pas tellement je vois petit, je veux pas grandir, mais c'est il y a le mec à côté, il a l'air de vouloir, bon bah allez, vas-y quoi en gros. Enfin, c'est un peu, moi je penserais plus l'inverse. C'est vrai. Les femmes qui voient petit, c'est qu'elles ont pas des gens pour leur dire qu'il faut voir grand et donc bien sûr, voient petit. Ça c'est du mentorat, etc. Non, mais quand je dis des hommes qui voient grand à côté, c'est des hommes qui voient grand pour eux-mêmes, pas pour non, bien sûr, il y a un collègue qui demande la promotion avant. Il y a un côté compétition. Elle se sacrifie plus facilement. Elle se sacrifie plus facilement. Disons qu'elle rentre pas dans la... Il y a un moment donné quand même où il faut quelquefois rentrer un peu dans un mode, si ce n'est conflictuel, en tout cas au moins compétitif. Et c'est là où potentiellement... donc c'est pas... Moi je ne verrais pas ça comme un manque d'ambition, je crois pas. Moi je vois pas des femmes avec un manque d'ambition, parce qu'elles en ont autant que les autres, quelquefois de façon différente sur d'autres sujets, mais je ne pense pas que les femmes soient dénuées d'ambition. En revanche, la capacité de rentrer à un moment donné dans la compétition peut potentiellement être aussi un sujet. Le doute. Le doute, alors, moi, c'est vraiment mon côté féminin, parce que je doutez beaucoup. Je le dis tout le temps. Je ne sais pas si vous avez écouté quelques-uns de mes speeches, mais le doute m'accompagne tout le temps. Je doute en permanence. Et donc ça, c'est sans doute, effectivement, peut-être encore plus présent chez certaines femmes, oui. Mais j'ai jamais considéré ça comme étant un point négatif, moi, le doute. Je pense que c'est un point essentiel. Hier, je réunis régulièrement les stagiaires de Mirova. Il y en a beaucoup, on a plusieurs dizaines de stagiaires. Et donc, on passe une heure ensemble, comme ça, qu'ils me posent des questions et on discute de la situation des marchés, de tout ça, quoi. Et ils m'ont posé une question, qui m'a posé une question en me disant... vous avez été un peu visionnaire, au sens où vous avez eu une intuition il y a 10-15 ans de faire de la finance durable, et ça s'est avéré une bonne idée. Mais comment on fait pour être sûr que son intuition est bonne ? Et je lui ai répondu, en fait, on n'est jamais sûr, évidemment, mais il y a une chose qu'il faut faire de façon systématique, c'est douter. C'est-à-dire remettre en doute son intuition. Si vous avez une intuition et que vous foncez droit devant, vous avez quand même de grandes chances de vous planter assez souvent. Et donc la façon d'être sûr de ne pas trop se tromper, c'est effectivement de croire en soi, de croire à son intuition, et en même temps de la confronter à son doute en permanence. Et donc je ne crois pas que le doute soit vraiment fondamentalement une mauvaise chose. Est-ce que ce doute t'a poussé parfois à avoir le syndrome de l'imposteur ? Ah oui, moi j'ai le syndrome de l'imposteur
Tout le temps, ouais. Non, mais je suis très, très, très féminin sur ce coup-là. C'est une question qui est posée dans la vidéo Sista. Oui. On leur rend hommage. Non, mais bien sûr, oui. Moi, j'ai le syndrome de l'imposteur au sens où... mais c'est aussi d'où je viens, en fait. Est-ce que c'est légitime, en fait? Il y a des moments, je me dis, est-ce que... Voilà, j'aurais jamais cru être à cette place-là. Et donc, une fois que j'y suis, est-ce que c'est légitime? Moi, je fais vraiment la différence entre la confiance en soi et la légitimité. Enfin, notamment sur la prise de parole, on pense souvent qu'il faut avoir confiance en soi. Moi, je pense qu'il faut surtout se sentir légitime de prendre la parole. Est-ce que vous diriez que vous avez confiance en vous? Je pense que oui, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Et toi, Juliette? Je me sens... Non, mais Non, on peut faire un petit tour. J'allais dire, ça dépend des périodes. Mais du coup, je pense pas que j'ai une confiance linéaire. Et d'un côté, je me demande si la confiance, c'est pas justement quelque chose... Enfin, il y a plein de définitions entre l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Donc j'ai oublié les tenants et les aboutissants. Disons les choses autrement. Moi, je m'aime beaucoup. C'est super. Je me regarde très, très souvent dans des miroirs. C'est-à-dire que je ne peux pas passer devant un miroir sans me regarder. Je me sens capable de résoudre n'importe quel problème à condition que je puisse avoir une action sur le sujet en question. Okay. Donc, ce qui me fait très très peur, c'est les sujets sur lesquels j'ai pas de prise. Et ça, là, pour le coup, ça me désarme totalement. Tu es confronté on est tous confrontés dans la vie à des choses qu'on maîtrise pas. Mais c'est pour ça, alors si on regarde au niveau boulot, c'est pour ça que moi j'essaye toujours de dire, essayons d'avoir un impact sur le cercle sur lequel on pense pouvoir avoir un impact. Et c'est pour ça que des fois, j'ai un peu de mal avec des activistes super engagés qui veulent changer le monde, comme toi. Parce que... voilà, il fallait quand même que ça arrive. Mais non, mais parce que tu vois, en tout cas, moi, je me dis, c'est trop ambitieux, en fait, en réalité. C'est presque, j'allais dire, presque un peu présomptueux, tu vois, de se dire, je veux changer le monde. En fait, on a une capacité d'action qui a une capacité d'action sur un périmètre. Et ce périmètre, il n'est pas le même pour tout le monde. Il y a des gens qui ont un périmètre d'action qui est leur famille et leurs amis. Quand on a un rôle plus important, économique notamment, on a un périmètre d'action plus important. Je pense qu'il faut réfléchir à ce périmètre, se dire comment est-ce que je maximise. Je ne sois pas en dessous, parce que si je suis en dessous, ça veut dire que je suis sous-optimal, mais que je ne prétende pas non plus aller trop au-delà parce que ça devient potentiellement contre-productif. Enfin, voilà, c'est un peu la vision que j'ai de l'impact. Julia, t'as confiance en toi? Je répondrai un peu comme Juliette, je pense que ça dépend des moments. J'ai bien aimé ta réponse quand tu dis oui, j'ai confiance en moi. J'ai envie de te dire que oui, j'ai confiance en moi. Mais là, par exemple, en ce moment même, je vais traverser une période où j'ai moins confiance en moi que d'habitude. Donc, c'est vraiment des moments. Mais du coup, ça m'amène à une question, c'est ta réponse affirmative, oui, tu es sûre de toi. Est-ce que elle est liée à une réussite professionnelle qui t'a donné confiance parce que tu as su acquérir des niveaux, remplir des objectifs? Est-ce que tu penses que c'est ça qui donne confiance en soi? Qu'est-ce qui donne confiance en soi, en fait? Excellente question. Je pense que c'est ce qui donne confiance en soi, c'est, je pense, connaître, encore une fois, là je l'ai dit sous forme de sphère d'impact, mais c'est un petit peu aussi sous la sphère des capacités. Il faut se connaître. Hein. C'est-à-dire que si on ne se connaît pas et qu'on ne sait pas sur quoi ce qu'on est capable de faire, eh ben oui, on risque de perdre la confiance parce qu'on va aller sur des terrains qui sont des terrains dangereux. Et comment on se connaît? On va voir un psy, comment on apprend à se connaître? Alors justement, peut-être effectivement, c'est un peu la suite de ma réponse, c'est sans doute de l'introspection, se connaître soi-même. Voilà, moi j'ai toujours beaucoup travaillé seul en fait. Enfin, pas au sens où j'aime pas travailler en équipe, mais ce que je veux dire, c'est que je suis capable de m'asseoir. Voilà, j'ai passé toute ma jeunesse assis en tailleur sur mon lit à travailler mes cours, mais je
je sais que là, je sais que je suis avec moi-même et je sais jusqu'où je peux aller. Et donc, j'ai confiance en moi là-dessus. Après, encore une fois, là, si je débarque dans une salle avec 50 personnes que je connais pas, je sais que je vais pas y arriver. Mais je prends pas ça comme un manque de confiance en moi, pour le coup, parce que je le sais. J'ai à peu près anticipé et maîtrisé quels sont mes... Et donc, si j'ai un objectif et que je sais que, par exemple, il faut que je rentre en contact avec une ou deux personnes dans le périmètre, enfin dans la salle, eh ben, je vais le faire. Je vais me débrouiller, je vais trouver le moyen. Et donc, en fait, j'ai confiance en moi pour résoudre les problèmes, et y compris mes imperfections, en quelque sorte. Je pense que c'est surtout ça. Si on est capable de connaître et résoudre ses imperfections, on peut avoir plus de confiance. Si tu avais une baguette magique qui te permettait de prendre une action pour que les femmes soient à égalité avec les hommes dans la société, ce serait laquelle ? Je pense que ça serait sans doute au niveau de l'éducation, dans les premiers âges, en fait. Je pense qu'il faut, c'est là où, je pense que les différences se font beaucoup là. Et moi, je trouve que je pense que de temps en temps, il faut avoir des règles. Il faut se forcer aussi. Je trouve que la décision ce qu'a suggéré Elisabeth Borne là, récemment sur les classes prépa scientifiques est très bien. Donc c'est des quotas. On veut avoir un objectif. L'objectif, c'est que dans les classes prépa scientifiques, il y ait autant de filles que de garçons. On se débrouille, on y arrive, on essaie de faire ça. Donc quelquefois, il faut aussi quand même aller un peu au bout de ça. Mais c'est probablement plus facile à le faire, il me semble, au démarrage qu'à la fin. La grosse problématique des quotas, quand on est en bout de course, c'est qu'on veut finalement résoudre un problème, déconstruire quelque chose qui a été construit pendant tout le temps. Et donc, en fait, on n'y arrive pas, forcément, parce qu'on n'a pas l'éducation, les diplômes, etc. C'est beaucoup plus facile de construire. Et même, je le vois, moi, mon coaching préféré en prise de parole, c'était des enfants de 7 ans. Parce qu'en fait, ils ont pas encore conscientisé le regard ils ont encore rien conscientisé, donc en fait, tu peux tout leur apprendre. Là où un adulte de 45 ans qui a vécu plein de choses, etc., faut déconstruire un nombre d'acquis et de vérités qu'ils ont construit toutes ces années qui est beaucoup plus difficile. Mais par exemple, nous, on avait pris des mesures très simples. C'est quand on embauche des stagiaires, on a une shortlist systématique qui a un garçon et une fille. Voilà. Et pourtant, il y a des équipes. Prenez l'équipe d'investissement dans les énergies renouvelables. Je peux vous dire que les CV qu'on reçoit, c'est 9 garçons, une fille. 9-1. Et on s'est forcé à se dire, en partant de ça, la shortlist finale, c'est un garçon, une fille. La fille a 9 fois plus de chances. La fille a 9 fois plus de chances d'avoir un stage chez nous qu'un garçon. Parce que moi, dans ma vie personnelle, c'est quelque chose que j'observe. Quand on est une femme qui a confiance en elle ou des ambitions, et en fait, aujourd'hui, on a un momentum. Je parle aussi, il y a des jeunes filles en fait qui nous écoutent. Il y a un momentum énorme. Ah, mais c'est surtout, alors bon, là, c'est quand même très spécifique. Il se trouve que c'est un secteur où il y a très peu de filles, et donc évidemment, moi, je pense qu'il faut dire aux filles, allez dans les secteurs où il y a très peu de filles, parce que là, vous avez une grande chance d'accélérer. Et là, vous allez vous différencier, et là, vous allez percer, quoi. 100% d'accord. Moi, par exemple, je sais que dans les médias, j'ai bénéficié beaucoup du fait qu'il y avait toujours des tablées masculines et qu'il fallait une femme. Et je sais que parfois, ils me rappelaient, ils me disaient, il faut que tu restes parce que l'ARCOM nous oblige d'avoir une femme. Et moi, au début, je disais non parce que je peux pas, c'est pas mon sujet et tout. Exact. Et puis après, je me suis dit, mais attends, tous les mecs du plateau, c'est pas leur sujet non plus. C'est vrai, d'accord. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit moins mon sujet que. Donc, ce qui est peut-être pas. Ceci dit, moi, je pense que les femmes doivent pas complètement jouer le rôle des hommes parce que du coup aller dans un endroit où on n'est pas légitime, c'est pas non plus très bien pour le débat public. Non, c'est pas du tout pas légitime. C'est de dire, on fait tous des choix dans sa carrière, dans ses études. Là, c'est un choix intéressant. Si on aime ça, il faut évidemment aimer ça. Mais c'est un très bon conseil. Qui pourrait dire que les filles aiment moins la physique ou les maths que les garçons? Ça n'a pas beaucoup de sens. Et vous gérez de l'argent tout le temps? On gère de l'argent tout le temps. Enfin, vous gérez de l'argent dans votre... c'est notre job. Voilà, c'est votre job. Et qu'est-ce que vous faites de votre argent? Oh là là. Je déteste gérer mon argent. Ah bon? Ouais. J'adore cette question pour le coup.
Ah bah ouais. Je déteste ça, je m'en occupe pas. Enfin, je ne supporte pas. J'ai un gros problème avec l'argent. Quel est-il? Non, j'aime pas le rapport à l'argent. J'ai toujours considéré l'argent comme un problème, comme quelque chose dont on manquait. Alors, je veux pas faire du misérabilisme. J'ai vécu une enfance tout à fait heureuse, etc. Mais le concept de l'argent était quelque chose qu'on gagnait et de fait qui était une contrainte, quoi, dont on manquait fondamentalement, on en manquait. Et donc moi je suis toujours persuadé que je vais manquer d'argent et qu'évidemment c'est plus du tout le cas. Et donc du coup je ne m'en occupe pas. C'est presque pathologique, c'est-à-dire je ne regarde pas mes comptes bancaires et je place mon argent de façon la plus sûre et la plus simple possible. Et vous avez très tôt commencé à placer votre argent? J'ai très tôt eu mes parents m'ont inculqué cette idée qu'il fallait être propriétaire de son appartement, donc c'est intéressant. Donc j'ai acheté, mon premier appartement à 25 ans, oui. Non, mais il y a des gens qui n'y pensent pas, qui sont très riches et qui n'y pensent pas, parce qu'ils vont placer leur argent ailleurs. Ça va pas être ça, évidemment, leur priorité. Oui. Et des gens plus modestes qui y pensent. Et qui, parce que moi c'était à l'époque où j'avais pas, je démarrais ma carrière, j'avais pas fondamentalement beaucoup d'argent, mais oui, acquérir l'immobilier, c'était quelque chose. Et là, pardon, excuse-moi, c'est dans ce secteur-là que tu investis ton argent, c'est dans l'immobilier ou ça va être d'autres secteurs? J'ai une résidence principale, j'ai une résidence secondaire. Non, mais on se demande pas une transparence. Pas du tout. Alors voilà, pas une déclaration. On attend que tu rentres dans un gouvernement pour déclarer tes comptes. Mais ça c'est un vrai sujet quand même, ça. Et qui c'est France. Voilà. Non, mais je veux dire, est-ce que tu es un mec qui investit dans la crypto-monnaie ou plus dans l'immobilier? Justement, je n'ai jamais réinvestir dans la crypto-monnaie. Ni dans la crypto-monnaie, mais même dans les actions déjà. Je ne vais pas investir dans les actions, donc certainement pas investir dans la crypto-monnaie. En plus, c'est un autre sujet, c'est que je trouve que ça, moi, je suis un détracteur, un anti-crypto-monnaie fondamentalement, parce que je trouve que c'est qu'on est vraiment dans la spéculation qui est basée sur rien. Et surtout, ça à la limite c'est embêtant mais c'est pas grave, il y a plein d'autres sujets de spéculation dont on pourrait parler, mais surtout je trouve que c'est un message social terrible, c'est-à-dire que moi quand je vois c'est pour moi, excusez-moi la comparaison, mais d'une certaine façon on n'est pas loin du trafic de drogue pour moi dans l'impact sur la jeunesse, c'est-à-dire qu'on fait croire à des jeunes qui peuvent s'enrichir sans aucun effort comme ça en allant parier sur du bitcoin, c'est vraiment pas sain du tout. Est-ce que tu connais la théorie des pots de yaourt? Notre théorie préférée. Alors vas-y, raconte. Alors, la théorie des pots de yaourt, elle est très simple. Tu la connais ou pas? T'as déjà entendu parler de ça? J'ai entendu parler, mais non, j'ai oublié en tout cas. Hyper simple, c'est Titu Lecoq qui l'a théorisé. C'est en gros, les femmes achètent des pots de yaourt, donc elles font les courses, elles achètent des couches, elles achètent des vêtements pour leurs enfants, et les conjoints achètent de l'immobilier, quoi, ou des placements, voilà. Ils vont payer leur crédit. Ils payent le crédit, par exemple. Donc à un moment, il y a divorce ou séparation. Et là, l'homme repart avec les trois, l'appart, la résidence principale, la voiture et le petit studio et l'assurance vie. Et la femme, comme elle a acheté des pots de yaourt et des body, c'est pas un très bon investissement. Il n'y a pas un très bon ROI. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense Tu vas rentrer au bureau crevé là, genre on l'a vidé. Genre. Ou alors il va nous dire vous ne diffusez pas cet épisode. Non mais normalement il y a des indemnités compensatoires et des pensions alimentaires quand même pour régler ça, non? C'est une réponse. On accepte. Et moi, je pense d'ailleurs qu'il est temps de parler de vos lunettes et de la place du physique dans votre vie. Parce qu'on arrive à la fin de cet épisode. Oui, on arrive à la fin parce que vraiment, la preuve nous dit genre les meufs, vous faites quoi là? Notamment le miroir. Vous dites que vous regardez souvent dans le miroir. Est-ce que vous accordez une place importante à comment vous êtes habillé, est-ce que vous trouvez beau? Enfin, il a dit qu'à chaque fois qu'il croisait un miroir, il se regardait dedans. Oui, mais j'ai pas dit que je me trouvais beau, j'ai dit que je me regardais dedans. Pourquoi? C'est ça que je suis narcissique. Je ne veux pas dire ce que j'ai pas dit. C'est ça. Non, écoute. Quelle place a le physique dans ta vie? Je suis sublime. C'est une place plutôt de comment dire. J'ai toujours. Si tu me demandes, si je devais recommencer ma vie aujourd'hui et que j'avais le choix entre être beau ou intelligent, je choisirais d'être beau. Ah.
Ah ouais. Bon, bah pourquoi? J'adore. Après, on peut être les deux. Après, N'est-ce pas, Julia? Des beautés. Je sais pas parce que je trouve que le pouvoir du alors après il y a des mots qui utilisent mal, mais le pouvoir de la beauté, le pouvoir de la Est-ce beauté, que c'est de pas la une force, séduction? oui, alors c'est Parce séduction. qu'on peut être pas très beau et avoir un charisme quand même d'enfer. On peut avoir ça, mais enfin si on est moche quand même. C'est un Ouais, mais peu je pense qu'il y a des gens, problématique. il y a des moches qui arrivent à tirer leur épingle du jeu Non, parce mais qu'ils ont une certaine prestance. mais quand je dis beau, il y a le côté beau, il y a le côté force physique aussi. Hein, au-delà de l'aspect purement esthétique. En tout cas, la force du corps, quoi. Ah ouais, donc t'aurais voulu être un bodybuilder J'aurais adoré être beaucoup plus costaud et fort que ce que je suis. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est un truc. C'est un. Et est-ce que tu penses qu'une regret. femme pourrait avoir la même réflexion que toi, la même réponse que toi parce que parfois, certaines femmes souffrent d'un physique trop avantageux qui va les emmener dans de mauvaises rencontres. C'est vrai. Je me demande si c'est pas vrai aussi pour les mecs, hein, pour les hommes. Hein. Je pense qu'il y a des hommes qui sont, les mecs super musclés quand même. Il y a aussi une connotation. Ah ouais, c'est le maître nageur. Moi, j'ai grave regretté. Un été, j'étais invitée à parler aux rencontres économiques d'Aix. Donc, c'est à Aix-en-Provence. C'est des rencontres économiques avec beaucoup de patrons. Ouais, je connais. Je sais pas si j'y allais cette année ou pas. Mais... Bon, on s'y croisera peut-être. Bref, rencontres qu'on adore. On adore les orgas. C'est vrai que c'est des rencontres économiques. L'énergie assez masculine. Il se trouve que assez old school. À Aix, au mois de juillet, c'est toi qui l'as dit. À Aix, au mois de juillet, il fait très chaud. Et un matin, donc moi j'avais une table ronde sur le nucléaire, et un matin, donc il faisait 40 degrés, je mets ma petite robe bleue courte. Je sais pas, j'avais chaud, je me suis pas questionnée en fait. Et donc je sors, je fais ma journée et tout. À 18h, j'ai ma table ronde. J'arrive sur ma table ronde sur scène. Il y a 5 mecs et moi, évidemment, mais ça, moi j'ai l'habitude. Et ils sont tous en costard. J'ai ma robe. En fait, je suis assise sur une table haute et je me dis merde, elle est un peu, enfin c'est pas en fait optimal quand t'es une femme d'être, bon bref, et elle est quand même assez féminine quoi. Bon après il faisait 40 degrés, je vous jure, le matin j'étais juste en mode j'ai chaud. Tu sais, je sais pas, je me suis réveillée, tu fais la fête le soir à Aix, donc le matin je me suis réveillée, j'étais pas non plus en pleine forme. Fraîche comme la rose. Passons, et en fait le débat était un peu difficile pour moi, genre dès que je parlais, ça plaisait pas, on me coupait la parole et tout. Et en fait en sortant j'étais un peu défaite et le seul truc que j'ai dans ma tête c'était quelle conne d'avoir mis ta robe bleue quoi. C'était pas le bon move. Il fallait et moi je me dis on fait un Merkel style dans ma tête parfois. Merkel style ça veut dire chignon, veste grise, il y a pas de séduction, il y a pas de mais voilà. En fait le truc c'est que les mecs qui étaient dans la table ronde, ils étaient habillés comment? Costume cravate. Mais voilà. C'est-à-dire que t'aurais un mec qui aurait fait comme toi et qui serait venu en Bermuda et Marcel, ce qui aurait été tout à fait logique avec la chaleur. Ouais. Je pense qu'il aurait eu la même. C'est moi qui avais raison. Il aurait eu la même problématique, tu vois. Il aurait probablement ressenti peut-être la même chose, non? Je suis pas sûre. Tu crois pas? Non, mais l'habit te met dans une attitude et un mood assez important, moi, je trouve. Il se trouve que vous les femmes, vous avez plus de latitude sur la façon de vous habiller que des mecs dans le monde professionnel quand même. Faut aussi voir mais ça. toi, tu as tes lunettes et je pense moi, que c'est le bon moyen de conclure. Le mot de la fin. Moi, je les trouve super créatives, elles me plaisent beaucoup. Ouais. Raconte pourquoi ce choix de lunettes. Les lunettes, en fait, c'est mon bijou quoi. C'est mon seul élément j'en change à peu près tous les ans. Donc c'est mon plaisir c'est l'accessoire, voilà. Alors maintenant que j'ai une montre, avant j'en ai très longtemps pas porté de montre, là c'est très classique pour un mec, mais les lunettes c'est le truc, voilà, je fais un effort à chaque fois, je regarde les styles, je regarde les magazines pour regarder ce que les hommes portent dans les magazines masculins et féminins d'ailleurs. Tu lis le L? Ça m'arrive assez souvent de lire Elle ou Cosmo. Et peut-être question inspirationnelle. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais pour conclure aux jeunes hommes et aux jeunes femmes qui font évoluer dans le monde corpo, si tu devais leur donner un petit conseil? D'abord la cohérence. Moi, je trouve que c'est vraiment le point clé, quoi. L'alignement, c'est aligné entre ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, et puis ce qu'ils font dans le monde professionnel. Et puis
Et puis, ne pas rentrer dans un... C'est aussi une question que j'ai eue de mes stagiaires hier, ne pas rentrer dans un combat générationnel. C'est-à-dire qu'il y a un des stagiaires qui me demandait comment est-ce qu'on fait, nous on est très engagés, comment est-ce qu'on fait pour faire bouger les vieux en gros quoi. et je lui ai répondu, je lui ai dit d'abord, toi tu es très engagé, c'est très bien, il y a plein de jeunes qui sont très engagés, c'est très bien. D'abord, les générations précédentes étaient aussi très engagées. Ceux qui se sont battus contre la guerre du Vietnam il y a 50 ans, ils étaient super engagés. Bah oui, et donc, il y a l'engagement, vous n'avez pas inventé l'engagement, simplement c'est sur des sujets différents, mais l'engagement a toujours été là. 2, tous les jeunes ne sont pas engagés. Il y en a qui ne le sont pas, et je ne vais pas vous faire des dessins sur les votes pour les extrêmes ou ce genre de choses-là, etc. Et notamment, et puis de par le monde, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas le temps d'être engagés ou qui n'ont pas le loisir de l'être. Et donc, plutôt que d'essayer de faire bouger les vieux, moi je vous donne un conseil, essayez de faire bouger les jeunes qui bougent pas encore, ça sera plus facile, vous les connaissez mieux, vous êtes plus proches, ça sera beaucoup plus probablement efficace que d'essayer de faire bouger les vieux. Merci beaucoup. Ah ouais. Philippe. Excellent.